Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutta et vous écoutez Learning Matters, un podcast qui décrypte les savoir-faire et savoir-être, les postures des personnes qui bâtissent aujourd'hui le monde de demain. Chaque épisode, conçu comme une masterclass, s'articule autour d'une thématique. Grâce à des interviews de professionnels, que ce soit des experts dans leur domaine d'activité, des entrepreneurs, des sportifs, des médecins ou encore des artistes, je vous propose de découvrir ensemble leur mécanisme de fonctionnement, de comprendre et s'inspirer de leur philosophie de vie pour mieux construire votre propre boîte à outils. Dans cette première série, Comment décider face à l'incertitude, mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois le docteur Claude Fuyat. Claude est un spécialiste du management de l'urgence, au sens propre du terme. Médecin général militaire et anesthésiste réanimateur, il a accompli un parcours opérationnel d'une exceptionnelle densité au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avant de prendre ensuite la direction de services d'urgence d'hôpitaux militaires. Il a participé directement à la gestion de nombreuses crises d'ampleur nationale et internationale. Citons par exemple la grippe H1N1, le tremblement de terre en Haïti et l'accident nucléaire de Fukushima. Médecin engagé dans des conditions souvent extrêmes pendant plus de 30 ans, Claude a accepté de nous rejoindre sur le podcast pour partager son expérience en gestion de crise et de prise de décision dans des contextes d'urgence extrême qui engagent des vies. Cet épisode vous aidera à identifier et appréhender les biais cognitifs, à renforcer votre esprit de synthèse et à décoder ce qui fait l'étoffe des héros. Mais place maintenant au témoignage de Claude. Bonjour Claude. Bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup d'être ici pour cet échange. Merci. Alors Claude, tu es médecin-chef des armées, anesthésiste, réanimateur, général. Oui, beaucoup de choses. En fait, d'abord, je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialiste de médecine d'urgence. J'ai été médecin militaire pendant un certain nombre d'années. Et effectivement, j'ai terminé ma carrière comme officier général. Et j'ai surtout travaillé au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pendant 20 ans. Et notamment, à la fin des 4 dernières années, j'ai été médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Puis j'ai eu d'autres expériences professionnelles, à la fois à l'étranger, lors de tremblements de terre, lors d'opérations militaires en Afghanistan, où je me suis j'étais responsable de l'hôpital de l'OTAN à Kaboul. J'ai travaillé aussi à l'international en créant un service de réanimation d'urgence au Gabon, et j'ai terminé ma carrière militaire, entre guillemets, en étant conseiller spécial de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'aide aux victimes. Et depuis 2017, donc, j'ai quitté l'armée, et je travaille à mi-temps, vu mon âge, dans un SAMU en province, où là, je redécouvre un peu la réalité de la médecine en France, l'état dans lequel elle se trouve. Voilà, mais on en parlera plus tard. On va en reparler, tout à fait. Quelle carrière, merci beaucoup. Je voulais savoir un petit peu, je sais qu'adolescent, tu rêvais d'être pilote de chasse. Et je me demandais quel avait été le déclic pour toi de vouloir finalement dédier ta vie à la médecine et à la médecine d'urgence, à la médecine de catastrophe. À quel moment ça s'est passé, donc, ce changement, cette prise de décision ? Alors, les décisions ne se prennent pas du jour au lendemain comme ça. En fait, effectivement, quand j'étais au collège, je voulais être pilote de chasse, puisque, pour des tas de raisons, je pense que c'est assez compréhensible, c'est assez passionnant de piloter un avion de chasse. J'étais bon en mathématiques, je voulais faire maths sup, maths spé, l'école de l'air. Et puis, je rentre au lycée, je m'aperçois que je ne suis pas si bon que ça en mathématiques. En plus, on me découvre une myopie, donc tout ça fait que ma carrière de pilote de chasse, ça s'embrouille beaucoup. Et puis, en même temps, je découvre la biologie. Et puis, je passe un diplôme à l'époque, on appelait un brevet de secouriste. Et là, en fait, à la fois, premièrement, cette déception, du moins, de non-possibilité d'être pilote de chasse, la découverte de la biologie, et puis le découverte des soins des autres, je me suis dit, je veux faire médecine.
En fait, je suis d'un milieu modeste, pas particulièrement militaire, et j'ai découvert qu'on pouvait faire les études de médecine par l'intermédiaire de l'école du service de santé des armées, où en fait on est étudiant dans le milieu civil, mais au lieu d'être géré par ses parents, on est géré par l'État en fin de compte. Et donc je suis rentré à l'école de santé des armées de Lyon. Je peux dire clairement sans un militarisme purement convaincu, mais pour moi, en fait, de manière un peu, je dirais, paradoxale, pour moi, être militaire, c'était être libre, et surtout être libre financièrement vis-à-vis de mes parents qui avaient des ressources assez modestes. En fait, pourquoi les pompiers de Paris ? Eh bien, tout simplement, lorsque j'ai passé ma visite médicale pour passer le concours d'entrée à l'école de santé, donc je suis catalan, j'habitais Perpignan, et je vais au régiment qui existe à Perpignan, qui s'appelait à l'époque le 24e régiment d'infanterie de marine, si mes souvenirs sont bons. Et là, dans la salle d'attente, il y avait 2 revues, qui étaient les revues des sapeurs-pompiers de Paris, qui s'appellent la Revue Allée 18. Et dans ces revues, il y en avait 2, une qui datait de l'été 1972, et celui qui deviendra le médecin-chef, un grand médecin-chef des pompiers de Paris, le général Noto, écrivait un article sur l'ambulance de réanimation des pompiers de Paris, qui était en fait la première ambulance de réanimation en région parisienne, qui a été mise en place en 1967, et puis une autre revue sur le service médical des pompiers de Paris, qui datait de 1974, de quelques mois, qui présentait le service médical d'urgence. Et là, comme je vous l'ai dit, je me voyais pas trop médecin militaire dans une caserne, et j'ai dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut absolument que je sorte bien classé de l'école du service santé des armées pour choisir les pompiers de Paris, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc le rêve de pilote de chasse est devenu le rêve de devenir un pompier de Paris. Alors voilà, donc au lieu d'être pilote de chasse et de décoller et d'atterrir, j'ai fait la spécialité d'anesthésie-réanimation, où d'une certaine manière, on fait décoller et atterrir les gens, c'est-à-dire que quand on les endort, c'est un petit peu comme quand on décolle, et puis quand on les réveille, on atterrit, quoi. Voilà. Tu as, au cours de ta carrière de médecin réanimateur donc chez les pompiers de Paris, je crois que tu as été confronté à plus de 30 plans rouges. Un plan rouge, c'est un plan de secours qui est mis en œuvre pour faire face à un accident qui génère de nombreuses victimes. Comment justement s'opère le triage des victimes ? Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce que ces critères diffèrent d'une victime à une autre ? Et dans ta carrière qui a été à la fois dans les pompiers de Paris et puis ensuite à l'international, est-ce que aussi il y a des critères d'un pays à un autre qui font qu'on traite un petit peu différemment justement cette partie donc triage des victimes au moment de catastrophe, d'un accident ou de tout simplement de la vie au quotidien d'un médecin dans les pompiers de Paris ? Alors, non, les grands principes de base sont les mêmes. De toute façon, on va trier des victimes en fonction de leur gravité et quel que soit le pays où on va se trouver. Ce qui va changer, en fait, c'est la quantité de victimes qu'on a à gérer par rapport aux moyens qui vont être disponibles. Pour donner un exemple un peu pratique, donc le plan rouge a été créé initialement par les pompiers de Paris, qui était un plan d'organisation purement interne des pompiers de Paris. C'est devenu, donc ça a été créé au début des années 70, c'est devenu à la fin des années 80, à la suite de la publicité, entre guillemets, de ce plan au moment des attentats des années 80 et à la suite de l'accident de la gare de Lyon le 27 juin 1988, est devenu un plan national. Et donc, maintenant, ce plan a changé de nom, ça s'appelle plan Novi, mais ce qui est exactement pareil, Novi voulant dire nombreuses victimes. Ce plan permettait de rassembler les victimes, de les trier entre des victimes graves et des victimes légères, de faire prendre en charge les victimes graves par des équipes médicales, les transporter dans des services spécialisés, et puis les victimes plus légères dans des services moins spécialisés, on va dire. Ce qui a changé, c'est que jusqu'à les années 80 et 90, on était confronté à des attentats de petite dimension, entre guillemets, avec des attentats comme l'attentat de la rue de Rennes, l'attentat de Saint-Michel, de Port-Royal, avec de l'ordre d'une dizaine de morts, d'une vingtaine de blessés graves, et puis, grosso modo, une centaine de blessés légers. Ce qui, pour Paris et sa banlieue, n'est pas énorme, puisque il y a de garde pour Paris et la petite couronne, à peu près tous les jours une trentaine d'équipes de réanimation, médicale de réanimation, en comptant celle des pompiers de Paris et celle des SAMU de Paris et de la petite couronne, et puis si on inclut la grande couronne, à peu près une cinquantaine d'équipes de réanimation. Donc, prendre en charge très rapidement une vingtaine de blessés graves n'est pas un problème véritablement organisationnel, puisqu'on a les moyens. En fait, ce qui a changé, c'est que, on a des attentats de plus en plus meurtriers, de plus en plus sophistiqués. Il y a eu, en particulier en Europe,
en 2004 l'attentat de Madrid, et l'attentat en 2004 et l'attentat de Londres en 2005, à l'époque où j'étais donc médecin-chef des pompiers de Paris. Et à partir de ces attentats, nous avons fait 2 missions, une en Israël pour voir comment ils géraient les attentats, et une à Madrid pour voir toutes les difficultés. Et l'attentat de Madrid, je rappelle, c'est un attentat sur 4 sites, 4 trains, mais en fait c'est 10 bombes qui explosent. Donc en fait c'est 10 fois un attentat qu'on avait nous vécu dans les années 80 au même moment et dans des endroits un peu différents, puisque le bilan de l'attentat de Madrid, c'est 200 morts, 200 blessés graves et 2000 blessés légers. Et donc à partir de là, on ne peut pas raisonner de la même manière, puisqu'on ne va pas avoir le même type de moyens. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle du triage beaucoup plus affiné. Et dans ces blessés graves, on va trier les plus graves pour s'occuper en priorité de ces plus graves, et puis ceux qui sont graves mais moins gravement atteints seront dirigés vers des hôpitaux où là ils seront pris en charge. Et pour la masse extrêmement importante de blessés légers, parce qu'il faut bien voir ce que représente, même pour une ville comme Paris et sa région, 2000 blessés, c'est quand même assez important, et on va être obligé de les dispatcher dans beaucoup d'hôpitaux de Paris, bien sûr, de la Petite Couronne et de la Grande Couronne. Donc ce qui va changer, c'est pas tant la philosophie qui restera la même, où on va classer les blessés en fonction de leur gravité, mais c'est comment on va les gérer, en fait. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de critères particuliers. Non, il n'y a pas de critères. Alors, effectivement, se pose le problème lorsque le nombre de blessés est extrêmement important et les moyens extrêmement limités, se pose un problème éthique, c'est-à-dire ceux dont on sait que, malgré les soins, le processus est inéluctable, et c'est ce qu'on peut appeler les urgences dépassées, et qui bénéficieront d'une sédation, d'attente en attendant de mourir. Heureusement, c'est des situations extrêmement rares, mais qui peuvent se produire, notamment lors de grandes catastrophes comme des tremblements de terre, où on est face à des quantités de victimes énormes, et surtout dans des pays qui ne bénéficient pas des infrastructures hospitalières qu'on peut avoir en Europe ou dans des pays occidentaux. Et en plus, en sachant que souvent, et comme on en reparlera peut-être tout à l'heure sur Haïti, les hôpitaux eux-mêmes sont victimes de tremblements de terre, sont détruits. Les personnels soignants, certains sont morts, etc. Et donc, il y a une inadéquation majeure entre les besoins sanitaires et les moyens hospitaliers disponibles. Et effectivement, il y a des blessés qui vont mourir parce que faute de soins. Quoi. Mmh. Voilà. Je comprends. Tu as été témoin il y a quelques années maintenant, 2 décennies, un peu plus, des dernières heures de la princesse Diana, présent sur l'accident qui lui a coûté la vie. C'est aussi un sujet qui a été très médiatisé. Est-ce que justement, on a une pression particulière quand on traite une VIP, une personnalité, justement dans ce traitement d'urgence? Quelles sont un petit peu les conditions? Est-ce que la pression peut altérer aussi la prise de décision? Alors, qui est une particularité de la brigade d'incendie de Paris, c'est que, bien sûr, il y a des équipes médicales, des équipes de réanimation qui sont identiques à celles des SAMU, mais comme la brigade d'incendie de Paris a la responsabilité de l'organisation des secours en cas de nombreuses victimes, le médecin-chef des pompiers de Paris est le directeur des secours médicaux, officiellement investi pour sa zone de responsabilité, c'est-à-dire Paris et la Petite Couronne. Alors c'est certes lui qui est responsable, mais en pratique, lorsque moi j'étais, je dirais, aux affaires, on était 4 médecins les plus anciens qui assurons cette garde par délégation du médecin-chef de la brigade, et ce qu'on appelait la garde de directeur des secours médicaux. Et donc on était responsable de l'organisation sur site de la partie de prise en charge médicale. Et en fait, il y avait 3 raisons d'intervenir. Bien sûr, la première, c'est celle fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs victimes, mais aussi ce médecin senior intervenait pour aider un médecin qui avait des difficultés particulières avec un patient, ou parce que les conditions de travail étaient très particulières et il fallait être 2 et ensuite assurer la fluidité d'intervention. Je pense par exemple à une personne sous le métro, par exemple. Et puis, la 3e raison d'intervenir, c'est en cas de VIP. Alors le problème, du moins la raison n'était pas de
de se dire le VIP, il faut qu'il ait un soin première classe et business par rapport à la victime moyenne. Hein. Il faut se rappeler le principe du général Cassot, qui était le premier commandant de la brigade de pompiers de Paris, qui dit je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre. En fait, on te soignera de la même manière. Et ce principe est intangible et reste le même. Par contre, effectivement, lorsqu'on a affaire à une prise en charge d'un VIP, quel qu'il soit, on va être parasité par le fait que ce soit un VIP, par un entourage qui va plus ou moins être agressif ou demandeur de renseignements tout de suite. Et il faut absolument que les médecins qui sont en charge, s'il s'agit d'une seule victime, voire de plusieurs, soient déchargés de cette charge supplémentaire. Et en fait, le directeur de secours médicaux va servir de paratonnerre ou de parapluie. Il va se permettre d'assurer, comme dans toute intervention, de la fluidité de l'intervention, mais surtout d'éviter qu'il soit soumis à la pression de questions ou quel que soit. Et le rôle du directeur de secours médicaux, c'est de dire au médecin qui a pris en charge la princesse Diana ou n'importe quel autre VIP, tu la traites comme si c'était n'importe qui, et moi je m'occupe du reste. Voilà. Donc c'est ça le rôle du directeur des secours médicaux. D'accord. Donc pas de pression particulière finalement, juste l'excellence opérationnelle comme tu... Voilà, alors c'est sûr que quelquefois dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, où on sent qu'on rencontre un peu l'histoire. Voilà. Il y a cette nuit-là, bien sûr, puisque je suis avec le préfet de police en permanence, qui contacte toutes les plus hautes autorités de l'État, on comprend que le monde entier, en fait, nous regarde. Voilà. Bon, le deuxième... Il y a un peu de pression, quand même. Oui, il y a un peu de pression, mais de toute façon, après, il faut... on est habitué à ça, on est habitué à la mort. C'est pas nous qui avons le générateur de l'accident. On est une personne, on va essayer de la prendre le mieux possible. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que mes médecins qui prennent en charge puisqu'in fine, il n'y a que 2... Puisque dans l'accident de Diana, le conducteur est mort tout de suite. Donc, le compagnon de princesse Diana est mort très rapidement. Il y a 2 blessés à s'occuper. Chaque médecin, chaque équipe médicale, une des pompiers de Paris, une SAMU de Paris, se sont occupés d'un blessé. Avec le médecin régulateur du SAMU de Paris qui était venu sur place, notre rôle est de protéger ces équipes médicales de toute intrusion extérieure, je dirais. Voilà. Donc, certes, c'est une pression, mais on est là pour ça et on a été formé pour ça. Voilà. Tout à fait. Tu disais que tu as été 2 fois confronté à l'histoire. La deuxième fois, c'était lors du tremblement de terre d'Haïti, où à l'époque, j'étais conseiller du directeur général de la sécurité civile. Et c'est une très grosse mission de secours française, puisque, de mémoire, le tremblement de terre a eu lieu le 19 janvier 2010, heure locale, c'était quasiment 23 heures, et le premier détachement français de secours est arrivé moins de 24 heures après le tremblement de terre, puisqu'il a dû arriver une vingtaine d'heures après. Il venait des Antilles et de Guyane. Et la sécurité civile française a envoyé des moyens extrêmement importants très rapidement, venant de métropole, a envoyé une unité de commandement avec un chef d'état-major, moi-même comme médecin-chef du détachement. Donc il fallait coordonner cet ensemble-là. Et au cours de cette intervention qui a été majeure, puisque à la fois notre but a été, pour nous, médicalement, de médicaliser le sauvetage d'éblément, ce qui est la mission assez classique des unités de sécurité civile, mais en plus, on a organisé des évacuations qui ont été régulées vers les Antilles, et nous avons eu d'autres missions, c'est d'installer l'hôpital de la sécurité civile qui a soigné des patients dans le lycée français de Port-au-Prince, et surtout la grosse mission, quantitativement, c'est que l'ensemble beaucoup de personnels soignants qui sont arrivés, on les a injectés dans 4 hôpitaux pour leur venir en aide, parce que ces hôpitaux étaient complètement démunis, certains étaient en partie détruits, et puis surtout, comme je vous disais, avaient perdu leur personnel. Alors, soit leur personnel était mort ou blessé, soit eux-mêmes étaient en recherche de leur famille, étaient complètement désorganisés. Et en plus, l'aide internationale arrivait d'un peu partout, plus ou moins organisée, et de type anecdotique, quand j'avais visité un hôpital, vous aviez une infirmière
Alors, je ne vais citer aucun pays pour pas avoir de problématiques, mais d'un pays qui arrivait, mettait un pansement à un patient, et une infirmière de notre pays enlevait le pansement, etc. Donc on a organisé ceci de façon militaire. Dans chaque hôpital, j'ai pris contact avec le responsable de l'hôpital. Moi, j'ai désigné un médecin-chef de la sécurité civile qui va travailler conjointement avec le responsable local, et nous avons hiérarchisé avec une zone d'entrée de l'hôpital, une zone d'hospitalisation, une zone de bloc opératoire, et en fait on a fait un arbre avec des branches, et puis le reste des autres soignants d'autres pays qui venaient se greffer comme des feuilles en fait sur ces branches-là. Donc c'est une grosse intervention, et au milieu de cette grosse intervention, j'ai eu la chance de participer à un sauvetage assez extraordinaire, puisque nous avons sauvé des décombres une jeune fille de 16 ans, exactement 15 jours et 1 heure après le tremblement de terre. Alors, elle avait pour chance de ne pas être comprimée, c'est pour ça qu'elle était survivante. N'empêche que cette jeune fille est restée dans un sas de survie, et pendant 15 jours et 1 heure, elle n'a ni bu, ni mangé. Je l'ai vérifié par moi-même, je suis descendu dans le trou. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Je pense qu'elle n'aurait pas survécu quelques heures de plus. Quand nous avons dégagé, elle était extrêmement déshydratée. Voilà, et ce moment-là où la sortie, où j'ai compris que c'était le record, a priori le record mondial de survie d'une personne sans boire et sans manger. Darlene, c'est ça ? Darlene, oui. Et voilà, on sent qu'on participe à quelque chose d'assez extraordinaire et qui mondialement va être, d'ailleurs, toutes les agences de presse d'Australie, à la Norvège, des États-Unis. Le sauvetage de Darlene, lui, a duré combien de temps ? C'est-à-dire le moment où elle a été localisée et où vous avez réussi à la sortir des décombres ? Très rapidement, en fait, elle n'était pas très très loin sous terre. Moi, j'étais donc avec le chef d'état-major, le colonel Sadak, à l'ambassade, puisqu'on dirigeait tout depuis l'ambassade. Et arrive un Haïtien qui veut absolument parler au secours français, qui était quasiment les seuls à être restés au bout de 15 jours. Il était très énervé. Enfin, il voulait absolument tout de suite que les Français y aillent parce qu'ils se trouvaient une jeune fille vivante. Alors, depuis plusieurs jours, on ne trouvait que des morts. On était un peu circonspect sur le fait qu'on a trouvé quelqu'un de vivant. Mais en fait, il était tellement convaincant. Enfin, de toute façon, on allait envoyer des secours. On a envoyé un détachement. Il s'avère que ce lieu était très proche de l'ambassade. Et donc, le colonel Sabac, le chef d'état-major de zone, et moi-même, nous avons suivi ce témoin qui nous amène là où était cette jeune fille. Donc, le détachement de déblaiement était arrivé avant nous. Le seul petit souci qu'il y avait, c'est qu'il s'était divisé en deux, et le médecin et l'infirmière étaient dans l'autre détachement, n'étaient pas encore arrivés. Donc, je suis le premier médecin à être arrivé. Et tout de suite, on m'appelle et je suis descendu, mais c'était très proche, c'était quelques mètres sous terre. Et là, je vois, on me dit, elle est là, elle est vivante. Je suis certes circonspect. Et je vois un amas de gravats. Et au milieu, une tête avec des cheveux crépus. Et je lui parle, et d'une voix d'outre-tombe, je lui dis ça va, elle me répond de manière très lointaine oui. Donc on décide d'enlever toute la terre qui l'empêche de sortir. On la met allongée, on met une planche, et puis on la tire pendant quelques mètres pour un endroit qui est une zone beaucoup plus large pour qu'on puisse lui mettre une perfusion, commencer à la réhydrater, et on l'amène comme ça sur l'hôpital de la sécurité civile qui est sur le lycée français de Port-au-Prince. Et puis, pour une raison, je dirais, purement de sécurité, entre guillemets, tous les journalistes voulaient la voir. Le bateau français, le Sirocco, était sur le large de Port-au-Prince avec une antenne médico-chirurgicale sur place. Donc, dans le soir, on fait partir un hélicoptère et on l'amène sur le bateau français. Voilà. Et puis, le lendemain, j'amène sa mère en hélicoptère à la voir. Et 1 an après, j'ai revu une émission. Cette jeune fille est vivante. Et a priori... tu n'as plus de contact avec elle ? Non, pas du tout. Mais voilà, notre but, c'est pas d'avoir des contacts avec les patientes. Voilà. Non, mais il y a peut-être des histoires qui marquent plus voilà, que on a croisé l'histoire. Voilà, on a croisé l'histoire. Voilà. Et alors, à quel niveau se prend la décision d'envoyer plus, par exemple, l'armée que la Croix-Rouge sur le séisme d'Haïti ? Est-ce que tu es impliqué dans ce type de décision, ou ce sont des décisions qui se prennent
Au niveau du gouvernement, oui, à une autre échelle. Clairement, le ministère qui va gérer, du moins, la politique d'envoi des secours et le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, qui gère les secours français. C'est de la politique des affaires étrangères, c'est clairement. Alors, quels sont les paramètres? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'importance de l'événement. Il y a la proximité du pays avec la France. Bien sûr, il faut que le pays demande l'aide internationale. Enfin, il y a plusieurs critères qui vont entrer en ligne de compte. Et en fonction un peu de tous ces paramètres, c'est-à-dire l'importance, la proximité avec la France, la demande du pays, etc., il y a un panel de solutions. Alors il y a des organismes gouvernementaux comme la sécurité civile, comme le service santé des armées, comme ce qui existait avant les Prusses, maintenant ce qui est Santé publique France, d'envoyer des unités du ministère de la Santé, en fin de compte. Tout ça, c'est des organismes gouvernementaux. Mais aussi, en parallèle, il y a les organismes non gouvernementaux qui vont aussi avoir besoin, souvent, de l'appui de la France, ne serait-ce que par de la logistique pour le transport. Donc, en fait, le gouvernement français a à sa disposition un certain nombre de cartes. Et politiquement, si vous voulez, ces cartes seront en fonction des paramètres que j'ai cités précédemment, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est dans ce cadre-là aussi que finalement tu as eu aussi une expérience de conseiller ministériel. Alors un peu plus tard dans ta carrière. Est-ce que le fait, par exemple, que toi, d'avoir eu une carrière militaire, penses-tu que tu puisses apporter des conseils, on va dire, complémentaires, supplémentaires, par rapport à une personne qui, dans le civil, aurait eu un parcours d'urgentiste? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te verrais à nouveau peut-être conseiller ministériel? Non, pas du tout. Je suis très heureux de refaire de la médecine. Je crois que... Je crois que l'important, c'est ça, je l'ai bien appréhendé lorsque j'étais donc conseiller ministériel de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la victime. Il faut clairement que le ministre est un poids politique. Car quand on est ministre, on est comme tous les autres ministres, en bataille avec le ministère de l'économie, puisque tout commence par avoir les moyens et le budget, et tous les ministres se battent pour avoir des moyens. Et en dehors de ça, il faut qu'un ministre il ait du poids politique, parce que les frontières entre ministères sont pas forcément toujours bien claires. Je donne un exemple assez simple. Le jour où le ministre de la Santé dit j'ai fait un bon diagnostic, il manque de médecins, donc on va augmenter le nombre de médecins. Le moment où il dit ça, le ministre chargé de l'enseignement supérieur va lui dire « Oui, certes, mais la formation des médecins, c'est l'université, donc c'est moi. » Donc, vous voyez qu'il faut déjà que ces ministres s'attendent entre eux. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Donc, pour moi, un bon ministre, c'est un ministre qui a du poids politique et après qui doit être entouré d'une équipe de conseillers qui doivent donner des bonnes idées. Et le problème actuel, mais qui dépasse, je dirais, le cas de notre politique actuelle, mais qui est un problème sociétal, c'est la société de l'immédiateté. Je veux dire, on est passé des années 60 où la politique se gérait avec des plans pluriannuels, le premier plan, le deuxième plan, le cinquième plan, avec des visions à long terme. Et là, malheureusement, nos sociétés préfèrent des tweets que de faire des plans d'organisation pluriannuelle, quoi, voilà. D'accord. Bon, donc a priori, on a plus de chances de se croiser aux urgences que dans un ministère. Alors actuellement, je travaille, donc je suis anesthésiste animateur, je ne travaille pas aux urgences en tant que tel, au service d'urgence. Je ne fais que de la régulation du SAMU à Agen, avec bonheur, ce qui mais en même temps permet de voir un peu l'état de déliquescence, certes de l'hôpital, mais aussi, on en parle beaucoup moins, et encore beaucoup plus dramatique, à mon sens, de l'amont de l'hôpital. C'est-à-dire, peu de gens, beaucoup de gens n'ont pas de médecins généralistes, les médecins généralistes sont débordés, n'ont pas le temps de prendre en charge comme les gens pourraient et devraient être pris en charge, tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins, et lorsqu'un généraliste trouve son cabinet le matin, il y a déjà 30 personnes qui attendent. Voilà, donc on a un véritable problème actuellement d'accès aux soins et qui est multifactoriel, et peut-être un peu trop long à expliciter là sur cette interview, mais qui est un vrai problème. Je comprends.
Claude, j'aimerais revenir sur justement la partie acte de réanimation. Tu as, à un moment donné, de ton manuscrit, que j'ai eu l'occasion de lire, qui est non publié encore, mais que du coup j'ai eu l'occasion de lire, tu parles de dissociation donc, des fonctions cognitives versus les actes de réanimation, qui permettraient du coup de ne pas être impacté émotionnellement au moment de prodiguer des soins. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus en détail pour les auditeurs ce qui réellement se passe dans le cerveau en fait à ce moment-là? Je crois d'ailleurs que tu as été confronté à un accident, l'accident de ton épouse sur le Paris-Dakar. Tu as dû prendre des décisions. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Oui, c'est un exemple parmi d'autres, oui, et qui tout à fait illustre le propos. Pour être assez simpliste, tant qu'on est dans l'action, en fait, il faut comprendre que notre cerveau est extrêmement complexe. On a des parties qui sont les plus superficielles, ce qu'on appelle le néocortex, mais sont les plus superficielles. C'est celles qui vous permettent de travailler, d'agir, de penser. Voilà. Et puis, on a des structures beaucoup plus profondes qui sont des structures émotionnelles. Donc, tant que vous faites travailler la partie superficielle, vous allez inhiber cette partie émotionnelle. Donc, pour prendre un exemple très, très précis, quand vous prenez en charge une personne gravement blessée, on ne se rend pas compte de cette partie émotionnelle. On est là pour faire le job, je dirais, le mieux possible, pour être performant, pour essayer de la sauver. Malheureusement, si la personne décède, eh bien, nos actes sont terminés, et là, on n'a plus de travail à faire, si vous voulez, d'organisation, de gestes, et là, on va libérer en fait ce qui était très profond, c'est-à-dire l'émotion qui avait été un peu freinée par l'action, et c'est là où va jaillir un peu cette émotion. Alors, effectivement, dans le livre que tu as cité, là, qui est en cours d'écriture, c'est un peu le prologue c'est le prologue d'ailleurs, et je raconte une histoire qui était je dirais à la fois banale dans le travail quotidien et permanent et de ce que j'ai eu. C'est une jeune femme qui traverse un soir une avenue parisienne près de la Porte Maillot. Elle ne voit pas un bus. Le bus roule les roues du bus sur son bassin. On arrive extrêmement rapidement. Elle est exsangue. En fait, elle meurt dans mes bras. Et moi, je suis relativement jeune médecin, même si j'ai encore quelques années, ça fait 4 ou 5 ans que je suis chez les pompiers de Paris, je ne suis pas un tout jeune médecin. Et tant que je travaille, j'essaie de la sauver, rien ne se passe. Et puis, elle est décédée, la police est là. On installe dans le car police-secours en attendant l'officier de police judiciaire. Et là, l'officier de police judiciaire me demande de faire un certificat avec des lésions précises. Je vais la revoir. Et là, elle est morte. Et là, je suis extrêmement perturbé, en fait, parce qu'en plus, elle n'a pas de lésion visible. C'est une très belle jeune fille. Et elle est morte. Et là, je suis extrêmement perturbé, alors que quelques minutes auparavant, je ne l'étais pas, parce que j'essayais de la sauver. Et de la revoir dans d'autres circonstances, en fait, même si c'était assez proche, a fait ressurgir ces émotions. Et heureusement, l'équipe était avec moi, et puis la vie a continué, et puis on en a fait d'autres, et puis voilà. Et puis c'était notre travail, en fait. Voilà. Et ce qui nous permet d'assurer cette fraternité d'armes, en fait. Voilà. Oui, parce que je crois que des centaines de fois, tu as été confronté à la mort. Oui, alors de manière anecdotique, au cours de ma carrière, j'étais médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN à Kaboul, donc en Afghanistan, dans les fin des années 2011-2012. Et lorsque je reviens, et d'ailleurs c'est une des raisons de l'écriture un peu du livre, lorsque je reviens d'Afghanistan, je passe comme tous les militaires sur ce qu'on appelle le sas de décompression, qui était à Chypre. Et là, je vois un jeune psychologue lieutenant qui me pose une question que je trouve un peu saugrenue. Qu'est-ce que vous avez fait d'avoir des morts voilà.
Alors bon, j'étais à l'époque médecin-colonel, j'avais une expérience assez importante, je n'étais pas un tout jeune médecin. Et je lui dis, mais vous avez vu ce que j'ai fait avant? J'ai dit, bon, certes, j'ai eu quelques morts, c'était certes toujours, la mort est toujours dramatique, quelles que soient les circonstances, mais c'était pas forcément le plus dramatique que j'ai eu dans ma vie. C'était des militaires qui étaient morts au combat, c'est pas moi qui suis allé sonner à la porte pour annoncer à l'épouse et aux enfants que leur mari ou leur père était décédé. Et je lui dis, et puis j'ai fait un rapide calcul, j'ai dit, moi dans ma carrière, j'ai constaté à peu près au moins 800 décès, dont des décès d'enfants. Et je lui dis, vous savez, quand vous ouvrez la porte de la chambre, que les parents sont derrière et que vous leur dites que leur bébé ou leur enfant de 11 ans est mort, c'est assez compliqué quand même. Là, on peut en parler. Voilà. Et voilà. Donc, à partir de là, essayer de comprendre que ce qui nous pousse ce jour-là à ouvrir la porte et voir les parents. Notamment, il y a des épisodes, puisque lorsque j'étais médecin à la brigade d'assaut de Paris, il y avait jusqu'au milieu des années 90, avant que soient prises des mesures de prévention efficaces, des morts subies du nourrisson, il y en avait beaucoup. Et il faut comprendre, on se trouve dans la chambre, le bébé de quelques mois est mort, il y a avec moi les sapeurs-pompiers secouristes, mon équipe de l'ambulance de réanimation, l'infirmier, le conducteur ambulancier, les 3 ou 4 sapeurs-pompiers, vous voyez, on est 5 ou 6 dans la pièce, et tout le monde se tourne vers le jeune docteur. Personne ne le dit, mais on comprend, docteur, c'est à vous d'ouvrir la porte. Voilà. Et qu'est-ce qui vous pousse à avoir ce courage d'aller voir le parent? Je crois que ce qui pousse à avoir le courage, c'est que à ce moment-là, un petit peu comme dans la scène antique, on devient le héros au sens on est supporté par les autres. Et c'est en fait, c'est la confiance des autres, parce que on est là pour faire notre travail au mieux. On ne pourra pas faire renaître l'enfant, on ne pourra pas faire renaître le mort, mais à un moment donné, on va croiser la route de ces gens. On va croiser un épisode le plus dramatique certainement de leur vie, et on doit être dans l'excellence. On n'a pas pu sauver, parce que bien souvent, en particulier pour la mort subite du nourrisson, il était mort avant notre arrivée. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être excellent dans notre rapport avec les parents. Et pour illustrer un peu ce propos, au milieu des années 90, le docteur Charles Bernot, qui était responsable du SMUR pédiatrique d'Antoine Béclair, avait réuni des parents d'enfants morts de mort subite avec des équipes médicales des pompiers de Paris et des SAMU de Paris et de la Petite Couronne. C'était pas une séance de travail, c'était une séance d'échange avec des parents. Et pour moi, c'est certainement l'enseignement post-universitaire, entre guillemets, le plus extraordinaire qui m'a marqué et qui me marque encore. Et ces parents nous ont raconté leur vécu de leur côté, quoi. Et à cette époque-là, on n'avait pas de formation spécifique, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et chaque médecin faisait avec sa psychologie, quoi. Et moi, j'ai toujours agi vis-à-vis des parents de la même manière, c'est-à-dire que je prenais dans un premier temps l'enfant dans mes bras et je le mettais dans les bras des parents, dans celui qui était, en meilleure forme. Alors souvent c'était le père, mais pas forcément. Et on les a menés à l'hôpital, puisque à l'époque, on le fait toujours, on l'amène à l'hôpital pour faire une autopsie, ce qui a d'ailleurs permis de progresser et qu'il y ait beaucoup moins de morts subites. Et c'est sûr que cette période-là, entre le moment où on amène les parents à l'hôpital, c'est 10, 15, 20 minutes où on est face aux yeux des parents et le bébé mort sont terribles. Et c'est sûr que, naturellement, on préfère dire aux parents on amène à l'hôpital, on ferme les portes et on s'en va comme des voleurs amener l'enfant. Bon, pour moi, il était évident que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'il fallait prendre l'enfant et l'offrir aux parents une dernière fois et d'amener les parents avec soi, même si c'était un peu compliqué. Eh bien, moi, c'est une de mes plus grandes satisfactions de ma vie.
Et quand ses parents nous ont dit, parce qu'effectivement, certains médecins, quels qu'ils soient, avaient fait comme moi, d'autres n'avaient pas fait comme ça, et ils nous ont dit, moi, mon enfant était mort, mais on ne nous l'a pas volé, on a pu être avec lui jusqu'au dernier moment. Voilà. Et que ce qui pousse à faire ça, c'est essayer de faire le job le mieux possible. Voilà, essayer de comprendre qu'on ne va pas ressusciter les gens, c'est pas possible. Mais par contre, et je le dis régulièrement aux jeunes médecins, et maintenant que je refais aussi la médecine, je leur dis, de toute façon, la mort, c'est particulier parce que, et c'est notre problème de notre société, c'est qu'on ne connaît plus la mort. Moi, quand j'étais enfant, lorsque les gens mouraient, il y avait, lorsque les gens n'étaient pas très riches, il y avait juste une table avec un petit cahier pour les voisins marquer un mot. Lorsque les gens étaient beaucoup plus riches, il y avait des catafalques, etc. On allait voir les voisins qui étaient morts, etc. C'est maintenant, la mort, on l'a cachée. Et notre société ne comprend plus cette ambiguïté relative, qui est que la mort, c'est un phénomène naturel, par définition biologique. On est tous là pour mourir. Et en même temps, c'est toujours douloureux. Et je dirais que même, quelles que soient les circonstances, alors c'est plus ou moins douloureux, il est évident que la mort d'un enfant de 11 ans est plus douloureux que la mort d'un monsieur de 95 ans, mais n'empêche que quand on intervient à domicile sur un vieux monsieur de 95 ans qui est mort, et son épouse qui est avec lui, où ils ont 60-65 ans de vie commune, cette dame de 88 ans, on lui annonce que son mari est mort, eh bien sa vie s'effondre. Et on est là, on participe au moment crucial de la vie de bien sûr, de ce monsieur qui est mort, mais lui, il est mort, mais cette dame, on est dans... Et là, c'est quelque chose de dramatique d'annoncer la mort à quelqu'un. Et comme je dis régulièrement, quand j'étais jeune, je passais 45 minutes à faire de la réanimation et 5 minutes à discuter avec les familles. J'ai plutôt tendance à faire un peu l'inverse, quoi. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Claude. Je vois que tu es ému de partager ça. Moi, je voulais te demander, est-ce que quelqu'un t'a déjà sauvé la vie ? Alors, on m'avait posé la question, c'est difficile. Non, personne ne m'a sauvé la vie. Alors, si j'y réfléchis, il y a un jour peut-être quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Je me rappelle, j'étais étudiant et je sais pas pourquoi je passais par la gare de Toulouse et j'avais loupé mon train, je courais après mon train et j'ai essayé de monter sur un train qui était en marche et il y a un contrôleur qui m'a attrapé, qui m'a empêché de monter et qui m'a dit cette phrase: il y a tellement de gens qui passent sous le train en essayant de monter sur le train, je vous ai peut-être sauvé la vie. Donc peut-être que le contrôleur m'avait sauvé la vie cette fois-là. Très bien. Merci pour ces partages. Je vois que l'heure tourne. J'ai quand même encore 2 petites questions que j'aimerais te poser, 2-3. Est-ce qu'avec le recul, il y a des décisions que tu regrettes, des choses que peut-être tu aurais aimé réaliser autrement ou des actions que tu aurais menées différemment ? Non, véritablement non. C'est sûr que moi j'ai eu des périodes dans ma carrière. J'ai eu 3 périodes. J'ai une période où j'étais chef, une période où j'étais conseiller, et puis là maintenant je suis je suis sur le terrain. Je veux pas être ni conseiller ni chef. Je vais juste faire de la médecine. Et quand vous êtes chef, vous prenez des décisions. Et certainement les décisions, je les prendrai peut-être différemment maintenant avec le recul. Je m'aperçois, par exemple, avec mon recul de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai lu aussi, c'est que l'hôpital, et d'ailleurs pas que l'hôpital, je dirais, notre société moderne souffre du terrorisme de l'évaluation, quoi. Pour ça, il faut lire Roland Gori, qui est un psychanalyste, sociologue, penseur, notamment un livre qui s'appelle La fabrique des imposteurs. Et en fait, ce terrorisme de l'évaluation fait qu'il y a une perte de sens complète à ce qu'on veut faire. Et actuellement, l'hôpital souffre de ça, mais il n'y a pas que l'hôpital, dans d'autres secteurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait de l'évaluation quantitative. Parce que bien sûr, le plus facile, c'est faire de l'évaluation quantitative plutôt que de faire de l'évaluation qualitative, qui est beaucoup plus difficile à faire. Et les gens ne comprennent pas, si vous voulez, alors qu'ils ont des difficultés de travailler, qu'on va leur demander de produire sur un tableur Excel des
des chiffres, etc., souvent qui veulent rien dire et souvent qui sont à l'opposé de la qualité, si vous voulez. Donc, et effectivement, j'ai créé une démarche qualité du service médical d'urgence à la BSPP, j'en suis très fier. Et je crois que je l'aurais créé différemment, avec le recul, mais bon, c'était il y a 20 ans, pour essayer que cette démarche qualité soit beaucoup plus active sur le qualitatif et moins sur des procédures qui viennent d'en haut, qui sont souvent mal perçues. Voilà. Donc, certainement, je travaillerai différemment. J'aurais peut-être prendre des décisions un peu différentes. Alors, pas fondamentalement différentes, c'est sûr, mais peut-être un petit peu différentes. Mais bon, s'il va la vie, on vit avec son expérience. Voilà. De toute façon, il y a des prises de décision qui se font dans l'urgence qui sont forcément différentes de celles qu'on prend dans le calme et avec le temps. Alors, les décisions dans l'urgence, ça nous renvoie un peu à ce qu'est l'esprit d'analyse et l'esprit de synthèse. Pour faire de l'urgence, il faut avoir l'esprit de synthèse. Alors, pour comprendre ceci, et chacun a ses propres inconvénients. Quand on a l'esprit d'analyse, c'est quelqu'un qui va analyser toutes les solutions jusqu'à celle même qui est infinitésimale ou dont la potentialité d'existence est extrêmement faible, avant de prendre une décision. Donc ça, c'est celui qui a l'esprit d'analyse. Alors, celui qui a l'esprit de synthèse, lui, il va bien sûr faire quand même une analyse, parce qu'on ne peut pas faire de synthèse, prendre de décision sans analyse minimum, mais il va faire une analyse rapide et va s'orienter vers les solutions qui sont, certes, les statistiquement les plus fréquentes ou la plus évidente. Ce qui lui permet de prendre des décisions rapides. Et alors, chaque système, je dirais, c'est beaucoup d'inconvénients. Dans le premier cas, on peut analyser sans jamais prendre de décision. Et puis, dans l'autre cas, certes, on a l'expérience, on va prendre la décision parce qu'on pense juste, parce que statistiquement, c'est celle qui nous paraît la plus pertinente, mais on peut se tromper. Donc, il faut quand même avoir le pied sur le frein. Donc, alors ça a été décrit c'est très vieux, par Clausewitz dans L'art de la guerre, c'est avoir une audace modérée, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut foncer, mais savoir quand même avoir, je dirais, faire se servir ces deux cerveaux, un qui va foncer et l'autre qui va dire attention, quand même, surveillons qu'on ne parte pas dans la mauvaise direction. Une audace modérée. Voilà. Non, j'aime bien, c'est bien. C'est inspirant. Tu nous as parlé de la fabrique des imposteurs. Tu viens nous parler de... Clausewitz. Exactement. Est-ce que tu as d'autres lectures que tu nous conseilles ? Inspiration, un livre de chevet peut-être. Alors, le livre de chevet, c'est une question assez classique. Alors, je dirais, moi, j'ai pas de livre de chevet, puisque sur mon chevet, il y a une dizaine de livres déjà. Alors, par contre, pour moi, il y a deux livres. Il y a un auteur et un particulier. Bon, moi, je suis un amoureux éperdument fou amoureux de Camus. D'ailleurs, la première phrase du livre Cours d'écriture fait une référence à l'étranger, puisqu'il dit « Aujourd'hui, une jeune fille est morte », en référence à l'étranger. Dans la première phrase, c'est « Aujourd'hui, maman est morte ». Et en fait, Camus, l'étranger, pour moi, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre qui est extrêmement écrit, qui peut se lire par n'importe qui parce que c'est un français extrêmement simple. C'est des phrases extrêmement bien construites et très simples à lire. Et en même temps, derrière, une profondeur extraordinaire, puisque dans l'étranger est dans le cycle de l'absurde et nous fait comprendre que, et c'est ce qu'il développe dans un autre livre, dans la triade de l'absurde, le mythe de Sisyphe, qui dit, la première phrase du mythe de Sisyphe, si je ne me trompe pas, c'est la seule véritable question philosophique de la vie, c'est le suicide, parce qu'en fait, on ne demande pas, on vit, on souffre et on finit par mourir. Donc en fait, pourquoi pas se suicider tout de suite ? Et puis Camus dit tout de suite, mais non, la vie est belle, autant en profiter tout de suite et jouir de la vie. L'étranger en fait décrit ceci et d'une manière extrêmement simple. Donc ça, pour moi, c'est le livre à lire que tout le monde devrait lire. Et alors, l'autre livre, je l'ai découvert plus récemment, enfin, il y a quand même un certain temps, mais beaucoup plus récemment, qui est un livre extraordinaire pour ceux qui s'occupent de gestion de crise. C'est un petit livre qui est édité, si je ne me trompe pas, aux éditions de Minuit, qui a été écrit par Jean Moulin,
en février-mars 1941, si je ne me trompe pas, et qui a été édité par sa sœur après sa mort en 1947, qui s'appelle Premier combat. Et en fait, Jean Moulin raconte son expérience de préfet lorsqu'il était préfet à Chartres au moment de la débâcle. Et le livre doit être la période du 14 juin au 18 juin. Et c'est au moment où il n'y a plus rien. Il est préfet, il n'a plus d'essence, il n'a que son vélo. Et il va organiser la vie comme il peut, en allant aider les boulangers à faire du pain. Et en fait, à organiser un petit peu un semblant de vie dans le chaos total. C'est extrêmement intéressant que les gens disent... c'est la crise, il faut lire ce livre pour voir ce qu'est vraiment une crise. Et en plus, c'est le moment où Jean Moulin, arrêté par des Allemands, veulent lui faire avouer que ce sont des tirailleurs sénégalais qui ont assassiné des femmes et des enfants, alors que ce n'est pas du tout vrai. Lui, il refuse bien sûr de signer ceci. Il le torture, il le bat à mort. Et Jean Moulin pense qu'il ne va pas pouvoir résister à la torture et tente de se suicider avec un morceau de verre, se tranche la gorge, et c'est pour cela qu'on voit Jean Moulin avec les photos qui ont été prises après, dont la célèbre photo que l'on voit avec son chapeau et son foulard, qui masque cette cicatrice, qui a été prise à Montpellier, dans le jardin du Pérou. Et Jean Moulin est un personnage extraordinaire parce qu'il est l'exemple type de la rencontre d'un homme et d'une situation. Alors quand on connaît bien la vie de Jean Moulin, jusqu'à ce moment-là, de juin 40, Jean Moulin, on aurait pu dire que c'est presque un dandy, un arriviste, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui a été le plus jeune sous-préfet de France, le plus jeune préfet de France. Et puis, il va rencontrer le chaos, et Jean Moulin va devenir, en fait, quelqu'un d'autre, qui va devenir un héros, quoi. Voilà, donc il faut lire les biographies de Jean Moulin, c'est extrêmement inspirant. Merci beaucoup, Claude, pour cet échange passionnant, pour ce partage d'une vie, enfin d'une carrière multiple et riche d'expériences difficiles, d'expériences aussi sur lesquelles tu as, je pense, beaucoup appris et que tu nous fais l'honneur de nous partager aujourd'hui. Encore un grand merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Et on va suivre, déjà lire un peu les livres que tu nous as recommandés et peut-être bientôt trouver ton manuscrit en librairie. Il faudra attendre parce que je ne peux l'écrire qu'en faisant fonctionner la machine à remonter le temps. Donc ça prend un temps indéterminé. Ça peut être que quelques mois, voire un an ou un an et demi. Et ce livre, c'est surtout un livre de rencontres et surtout un hommage à tout ce que j'ai pu rencontrer, que ce soit mes chefs, mes subordonnés ou les gens avec qui j'ai travaillé. Et c'est un livre qui me permet aussi, au travers de cette vie professionnelle, de parler d'histoire contemporaine, parce que j'ai fait aussi un petit peu en parallèle des études d'histoire. Je suis passionné par cette période d'histoire contemporaine et de donner un peu quelques clés, un peu de réflexion, notamment ce que sont les héros, quoi, parce qu'on a tendance maintenant à étiqueter héros des gens qui font certes bien leur travail, mais enfin, un héros, c'est celui qui a une action qui le dépasse. Voilà. Et on a besoin de héros. Merci beaucoup, Claude. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de cette première série, Prendre des décisions face à l'incertitude. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.